Christian Saint-Etienne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. Alors ça y est, c'est fait. L'État et General Electric vont entrer au capital d'Alstom. Vous trouvez que finalement, cette alliance à trois, c'est une très bonne affaire? Comme ça, Alstom va rester un petit peu en France, va devenir franco-américain? C'est un peu plus compliqué que cela. C'est complexe, l'opération. Oui, c'est très complexe. Ouais. Alors, d'abord, si on laisse de côté pour l'instant la participation de l'État et qu'on regarde essentiellement le deal, est-ce que c'est bon pour Alstom ou pas? Bon. Alors, c'est un deal complexe, comme vous l'avez dit. Pour l'essentiel, General Electric rachète 75% de la branche énergie d'Alstom. Alstom, en termes de chiffre d'affaires, c'était 30% sur les transports, 70% sur l'énergie. Donc General Electric rachète 75% des 70%, ce qui fait à peu près la moitié de l'ensemble. Christian Saint-Etienne, la question était que tout devait partir aux États-Unis. Finalement, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a les sites, ça reste franco-américain d'abord dans le capital, dans les centres de décision, etc. Il y a quand même une avancée française, non? Alors il n'a jamais été question que ça parte tout aux États-Unis. Dès le départ, General Electric a très clairement dit qu'il prendrait des engagements pour que les grands centres de décision restent en France. Par ailleurs, c'est peu su, mais les réacteurs des sous-marins nucléaires sont déjà exécutés, fabriqués dans une filiale qui appartient à General Electric, mais selon un système qui existe dans plusieurs pays, c'est-à-dire que la filiale en question est sous direction française et totalement inaccessible aux patrons de GE. Donc dès le départ, GE avait compris que c'était le même régime qu'il fallait appliquer aux générateurs pour les centrales nucléaires. Donc, ils avaient déjà donné des engagements, comme pour les sous-marins nucléaires. On allait protéger les systèmes énergétiques d'Alstom qui fabriquent donc les transformateurs pour les générateurs pour les centrales nucléaires. Donc, General Electric avait déjà pris ces engagements dès le départ auprès du conseil d'administration d'Alstom. Ils avaient pris aussi des engagements sur le fait que des centres de décision resteraient en France. Donc, General Electric, qui est en France depuis plus d'un demi-siècle, qui est un acteur sur la durée, puisque vous savez qu'avec Snecma, devenu Safran, ils produisent le fameux moteur d'avion CFM, qui représente à peu près 30% des moteurs des avions dans le monde. Alors, on va écouter quand même la version de Arnaud Montebourg, parce que lui, il dit qu'il a sauvé, il explique ce qu'aurait été Alstom sans son intervention. On écoute Arnaud Montebourg, c'était ce matin. Il s'agit d'une alliance, et non pas d'un rachat. Je vous rappelle que si nous avions laissé faire, s'il n'y avait pas eu cette bataille, à la fois juridique, économique, financière et politique, nous aurions un Alstom dévoré et qui serait repeint en General Electric dans le monde entier et aussi en France. Et après, les centres de décision se seraient trouvés dans le Connecticut. Alors, question simple, est-ce que sur ce coup, vous soutenez ce qu'a fait Arnaud Montebourg? Alors, sur ce que vient de dire Arnaud Montebourg, c'est faux. Oui, les centres de décision seraient restés en France. Et par ailleurs, il y avait des garanties qui étaient déjà incluses dans les engagements pris par General Electric devant le conseil d'administration d'Alstom avant que ça vienne devant M. Montebourg. Alors, qu'est-ce que M. Montebourg a voulu faire? Quand le deal est arrivé sur sa table, il a déclaré « Je ne veux pas de l'américain ». Je veux d'une solution européenne, je veux créer un Airbus de l'énergie. Il est allé voir Siemens, qui a regardé, a fait traîner, qui lui-même n'en voulait pas, est allé voir Mitsubishi. Finalement, Siemens-Mitsubishi ont fait une offre conjointe. Et là, hier, Monsieur Montebourg les a claqués l'un et l'autre. Il faut savoir que ça va laisser des traces parce qu'on est allé les chercher et tout à coup on les renvoie comme des malpropres. Les Allemands nous en tiendront rigueur. Bien sûr, les Allemands et les Japonais, on est allé les chercher en leur disant on va créer une solution européenne. Ils ont servi de lièvre. Voilà, exactement, c'est des groupes mondiaux, ils n'ont pas du tout apprécié. Il y a les commentaires acerbes qui sont sortis, vous allez voir la presse allemande et les japonaises va se déchaîner. Mais en France, on est dans un verre d'eau, donc tout ce qui se passe dans le reste du monde n'a pas d'importance. Et donc, M. Montebourg présente ce qu'il avait rejeté au départ, c'est-à-dire l'alliance avec General Electric comme une bonne alliance. Il présente des points qui étaient déjà dans la proposition initiale, comme ce qu'il a obtenu lui-même, alors que le principal changement, c'est ce que vous évoquiez au départ, c'est la prise de participation de l'État qui va effectivement reprendre 20%
d'Alstom des mains de Bouygues. Donc en réalité, Arnaud Montebourg, par rapport à la proposition initiale, n'a rien obtenu. Et je dis très clairement que sur le plan par rapport au point de départ posé par Arnaud Montebourg, contrairement à tous les commentaires que je vois, et j'ai rien contre Arnaud Montebourg, mais simplement on doit la vérité aux auditeurs, en réalité Arnaud Montebourg se prend une claque stratégique et politique parce qu'il n'a rien obtenu par rapport à ce qu'il avait, à la proposition de départ et par rapport à ce qu'il souhaitait lui-même ouvertement, c'est-à-dire une proposition européenne. Donc l'État fait une erreur quand, dans le dossier Peugeot-Citroën, dans le dossier Alstom, il entre au capital de ces entreprises. Justement, sur ce point-là, je n'ai pas répondu. Et donc, ce sont deux choses totalement différentes. Je pense qu'il a mal mené la négociation de façon extrêmement péremptoire, comme il le fait d'habitude, en claquant tout le monde. C'est toujours moi, je. Et puis finalement, il ne voit pas les dégâts qu'il provoque. Hein, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Ceci étant, que l'État lui-même prenne une participation au capital d'Alstom, qui est un acteur stratégique majeur pour l'avenir, pour deux raisons. La première, c'est qu'Alstom, justement, produit les générateurs qui sont clés dans la construction des centrales nucléaires, donc c'est un élément d'indépendance énergétique. Et par ailleurs, nous voulons, et je soutiens totalement cette vision stratégique, je suis pour la croissance durable. Or, Alstom est un technicien spécialiste de ce qu'on appelle les power grids. J'explique très simplement. Dans l'ancien modèle de production d'énergie, vous aviez quelques centrales puissantes, c'est EDF, qui distribuaient l'énergie aux 30 millions de ménages français sur tous les territoires. Là, qu'est-ce que c'est la croissance durable? Chacun d'entre nous est potentiellement producteur d'énergie. Donc les flux s'inversent. Et puis, au lieu de gérer des flux descendants, mettons de 58 réacteurs nucléaires et puis d'une cinquantaine de barrages vers les 30 millions de consommateurs ménages, vous allez avoir des flux dans tous les sens. C'est extrêmement compliqué à gérer, c'est ce qu'on appelle les power grids, c'est-à-dire des systèmes informatiques qui gèrent les flux dans tous les sens croisés d'énergie. Or, Alstom est très bon dans ce domaine. Donc, c'est un élément clé de la stratégie d'indépendance de la France à moyen terme, de garder une capacité d'indépendance dans la production d'énergie nucléaire et dans les capacités de gestion de ces systèmes complexes que vont devenir les systèmes énergétiques. Et que l'État prenne une participation dans Peugeot et dans Alstom, personnellement, je suis pour, dans la mesure où c'est dans le cadre d'une stratégie industrielle. Hein, c'est-à-dire, si c'est pour s'assurer que les centres de décision restent en France. On dit l'État est un mauvais actionnaire, finalement les nationalisations, ça se termine mal. Vous dites non, l'État peut intervenir intelligemment en étant au capital. Hein, comme on a le temps et on n'a plus beaucoup de temps. Hein. Comme on précise bien les choses ici, l'État actionnaire majoritaire nationalisateur, dans l'histoire de la France depuis 50 ans, c'est quasiment toujours un désastre. D'accord. Mais l'État qui a une participation comme acteur stratégique de référence dans un groupe, si l'APE, l'agence publique qui gère les participations de l'État, le fait comme le ferait un actionnaire familial de long terme gérant les intérêts de la nation France, ça peut être un élément très positif. Mais c'est très amusant là aussi, pour terminer. Au fond, qu'est-ce que fait l'État? Il se substitue au fonds de pension que nous n'avons pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas su ou pu créer des actionnaires de référence de long terme que sont des fonds de pension, puisque nous avons mis tous nos œufs dans le même panier de la répartition pour faire les retraites. Et donc l'État se retrouve dans la situation de devoir prendre la place des fonds de pension qui, dans le monde anglo-saxon, jouent le rôle de ces investisseurs pérennes de long terme. Merci beaucoup, Christian Saint-Etienne, économiste et donc titulaire de cette chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers, d'être venu nous apporter votre éclairage sur ce montage un peu complexe. Merci tout de suite, Yves Calvi, C'est dans l'air, qui s'intéresse au financement des partis politiques avec ce nouveau rebondissement dans les finances de l'UMP qui aurait bénéficié d'un prêt de 3 millions d'euros de la part du groupe UMP à l'Assemblée nationale. C'est tout de suite, C'est dans l'air, Yves Calvi.